Dans la deuxième partie de notre balado, on déambule en direction de l'atelier circulaire sur la rue de Gaspé, où se tient une exposition de techniques d'impression à laquelle Eddie participe. Alors, tiens, je vais peut-être mettre... Ouais, c'est super cette voiture, hein, avec toit ouvrant. Ouais, attends, c'est pas avec mon bac à conférence que je fais ça. Ouais, je te fais confiance. Non. Moi, je peux te montrer l'intérieur de ma voiture, ça n'a rien à voir. Non, elle a un deuxième métier, Moi, j'ai travaillé en télé. Ah, hey. 20 ans de télévision, puis là, j'ai fait « ben garde moi aussi, je vais devenir pauvre. » C'est ça, je veux devenir artiste. Atelier circulaire, 54-45 de Gaspé. Tout le monde est attaché, les On enfants? est- Ah, merci. Attendez. Ouais, attache-toi. J'ai pas fait mon... J'ai pas été un Voilà. bon passager. En tant qu'artiste, est-ce qu'il y a un aspect que tu apprécies le plus? J'aimerais te dire qu'il y en a... Déjà, je veux dire comment je conçois l'artiste et son processus. Comme je te disais, j'emprunte beaucoup à la culture antillaise et notamment aux pratiques des Léroses et du Gros-Cas. Le Gwoka est un genre musical où l'on performe chant et danse. C'est un moyen de transmettre l'histoire, la culture et les valeurs de la Guadeloupe de génération en génération. Il a évolué au fil du temps et a su s'adapter tout en restant ancré dans ses racines culturelles profondes. Et notamment la participation du conteur. Et je vois un peu le praticien visuel un peu comme un conteur antillais. Et donc il est celui à la fois qui apporte une connaissance, celui qui fait récit, celui qui fait conte, mais celui qui fait transmission aussi. Il est celui qui fait aussi résistance. Enfin, il est comme une espèce de bibliothèque de la mémoire collective. Et puis je trouvais que c'était intéressant finalement de ne pas compartimenter ma vision de ce que je suis selon le cadre de ce que devrait être un artiste occidental. C'est-à-dire, alors soit tu écris de la théorie et puis tu deviens un terroricien. Parce que souvent les artistes, quand ils écrivent de la théorie, ce sont des terroristes. Donc on devrait inventer ce mot-là, les terroriciens. et donc j'aime autant quand j'ai à écrire des articles. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps, le temps de lire parce que ma vie a pris un tour assez hallucinant. Mais j'aime autant écrire, donc à la pratique réflexive et tous ces aspects discursifs. J'aime aussi transmettre, alors que ce soit cette partie-là me plaît énormément quand j'enseigne, mais ça fait partie aussi de l'apprentissage de mon propre métier. C'est parce que pour donner, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Et puis je trouve ça vachement intéressant parce que les étudiants, en même temps que je leur donne, ils m'apprennent énormément. Et puis moi, je suis, tu sais, pas ne serait-ce qu'en céramique, c'est tellement plein de choses que déjà spotter un espace, ne serait-ce que, tu sais, la construction ou le modelage est déjà quelque chose de particulier. Donc j'aimerais te dire que non, il n'y a pas de... J'aime l'écosystème, c'est ça qui me plaît, c'est tout l'écosystème de la pratique artistique qui me plaît. Et là, tu parlais de théoriciens, sans aller jusqu'à là, est-ce qu'il y a des artistes, des penseurs ou des individus qui influencent ton travail ou qui ont influencé ton travail? Oui, c'est sûr, il y a des penseurs comme Glissant qui ont beaucoup participé à... Enfin, je crois que Glissant, aujourd'hui, c'est peut-être aussi une pensée incontournable, en tout cas pour moi, et pour beaucoup d'autres afrodescendants. Décédé depuis 2011, Édouard Glissant était un écrivain, poète, philosophe et essayiste originaire de la Martinique. Il a laissé un héritage important dans le domaine de la littérature, de la philosophie et des études postcoloniales. Sa pensée complexe et novatrice continue d'influencer les discussions sur l'identité culturelle, les relations mondiales et la créativité artistique. Puis il y a des penseurs comme Walter Mignolo aussi qui font la synthèse notamment de la pensée décoloniale. Qu'est-ce que c'est la pensée décoloniale? Comment appréhender une équité dans ces espaces-là. Donc il y a des gens comme ça qui participent. Et en tant qu'artiste, je regarde aussi les autres artistes et j'aimerais dire que oui, il y en a un qui me... Mais non.
J'ai pas de... Parce que mes goûts sont très volatiles. Donc ça peut être super sympa. Je peux trouver un truc super sympa. Puis passer aussi sec à autre chose qui n'a rien à voir. Donc visuellement, non. Et puis je me suis rendu compte avec le temps, je me concentre beaucoup plus sur ce que je fais et pas sur ce que font les autres. Parce que quand on passe trop de temps à faire... Alors bien sûr, dans ma pratique de prof, je suis obligé de m'intéresser à ce que font les autres, mais pas à outre mesure. C'est-à-dire que c'est pas... sinon, ça finit par t'obsturer, tu vois plus bien. Là, il faut garder quand même un espace assez clair pour soi-même. Donc c'est ça. Et si tu devais choisir une de tes œuvres qui résume le mieux ton approche, ta réflexion depuis les dernières années, est-ce que c'est un exercice qui pour toi serait faisable? Wow, ça c'est... Alors j'ai la mauvaise manie Alors la seule œuvre que je tire depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, ça va faire 3 ans maintenant, c'est Punching Bags, parce que j'étais obligé de faire des ajustements techniques, électroniques, et ben, c'était un travail long. Alors j'aimerais dire aux autres artistes, si vous vous lancez dans l'art électronique et numérique, hey, préparez-vous à passer quelques années à travailler sur le même projet. Est-ce que tu peux nous la décrire, cette œuvre? En fait, cette œuvre-là, c'est une œuvre de longue haleine, parce que j'ai dû faire beaucoup d'éléments. Alors, c'est des punching bags, c'est une trentaine de punching bags motorisés et qui répondent à la captation, enfin au mouvement du public. Donc en fait, au dos de chaque punching bag, sur le côté il y a des fleurs. Donc le principe c'est que les visages qui sont souvent tuméfiés se tournent, donc offrent au public des fleurs. Alors ça marchait pas toujours bien, ça restait que ça bloquait ou ça fonctionnait pas, ou c'était très capricieux. Donc et puis là j'ai préparé une version, j'allais dire 3.0 pour cette quatrième présentation des punching bags, et puis ça fonctionne maintenant. Mais ça m'a pris beaucoup d'itérations pour... Mais je dirais que cette œuvre-là, elle représente pas ce que je fais, mais elle représente ma persévérance. Je suis têtu. Je suis têtu, et puis un artiste il doit être têtu là, parce que sinon il finit par lâcher tout ce qu'il fait. Donc il faut avoir comme des objectifs et s'y tenir là, et ça a été depuis 2 ans, depuis 2 ans vraiment là, depuis le jour où il a été sorti de l'atelier, j'ai pas cessé de travailler dessus. Ouais. Donc on va dire que c'est cette œuvre là qui ne représente pas mon travail, mais qui est représentative peut-être de ma combativité, parce qu'il en faut. Donc voilà. Toi, tu nous as parlé, lorsqu'on était dans ton atelier, tu nous as parlé de la décolonisation. Arriver à décoloniser le monde culturel, est-ce que c'est un processus qui est en cours, ou est-ce qu'on est tout au début de l'exercice? Je sais qu'à Montréal, tu me partageais que déjà à l'intérieur des collections institutionnelles, il y avait très peu d'artistes issus des diversités. C'est ça. Mais la décolonisation, est-ce que c'est aujourd'hui sur toutes les lèvres, ou au contraire, ça reste encore relativement peu abordé? Déjà, il y a une espèce de confusion entre ce que c'est décolonial et puis ce que c'est la pensée décoloniale. C'est pas du tout la même chose. Et souvent, on confond le projet décolonial qui a souvent comme un arrière-goût de territorialité, hein, et la décolonisation ou la pensée décoloniale qui n'a rien à voir avec ça, ou ce qui a à voir avec ça, mais qui est plutôt centré sur la manière dont on se représente le monde et les connaissances qui participent à se faire une idée correcte du monde. Et en fait, aujourd'hui, pour faire une histoire longue, une histoire courte,
quand on partage des connaissances, quand on discute, là on discute, hein, toi et moi, on utilise un langage qui est le français, qui vient de France, qui a une histoire, et chaque mot à l'intérieur de ce langage a sa propre histoire, et chaque mot est chargé et véhicule un certain nombre d'a priori ou d'histoires. Et je ne te parle que de la langue. Donc il y a tous les espaces sociaux comme ça, que ce soit l'architecture, la manière de se comporter, de s'habiller. Tout ça participe de ce qu'on appellerait, ou que Foucault appellerait une épistémè, c'est-à-dire une structure qui te permet d'échanger, que ce soit de manière consciente ou inconsciente avec l'autre. Mais tout ça, alors que ce savoir-là soit conscient ou inconscient, c'est du savoir. Et il est toujours situé, donc il vient de quelque part. Et ce qu'a fait la colonisation, les colonisations ont toujours existé, hein, qu'on remette ça en perspective, ont toujours existé. Sauf que celle-là, les dernières qu'on a vécues, a repris tous les systèmes des anciens modèles, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on tabasse l'autre, on dit mes valeurs sont meilleures que les tiennes, et puis à partir de maintenant, tu vas utiliser mes valeurs. Donc tu vas utiliser ma langue, tu vas utiliser mon système. En fait, tu vas comprendre le monde à travers mon propre regard. Mais le problème, c'est pas tant de faire ça, parce que toutes les cultures l'ont toutes faites, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à une globalisation de ce phénomène-là, et un appauvrissement de ce qui faisait la richesse de l'humanité, c'était la production d'épistémè ou de chocs entre épistémè, qui faisait quand on avait une autre qui naissait. Et là, aujourd'hui, l'hydre occidental, alors, je tiens quand même à préciser, je dis l'hydre occidental parce que je viens aussi de l'Occident. Et souvent quand tu es noir et que tu pars d'Occident, on dit « Oui, c'est anti-occidental !» Ouais, ben papa, c'est pas parce que je suis noir que je suis pas occidental. Donc je suis tout à fait occidental, et donc c'est mon histoire aussi. Et donc cette histoire-là, j'ai une double histoire, j'ai une double hélice. Et cette histoire-là, elle est devenue l'histoire du monde. On a imposé la même histoire de l'art partout. Et quand on parle pour revenir aux arts visuels, c'est la même histoire. Alors, je discutais avec Maurice Dia. Maurice Dia te racontera exactement la même chose. Morija Ketenge Banza est un artiste multidisciplinaire canadien d'origine congolaise. Nous avons déjà discuté de ses œuvres dans notre épisode sur le collectionneur André Dufour. Lui, c'était encore pire, il apprenait par cœur les artistes sans voir une seule image des artistes. Donc, les artistes occidentaux. Et en fait, tout était défini par rapport aux artistes occidentaux. Donc, il y a comme une nécessité aussi de comprendre à quel point il faut aussi désapprendre les schémas qui nous permettent de repérer une valeur esthétique ou ce que c'est un bon artiste et en fonction de quoi un artiste serait bon. Et puis l'art contemporain, l'art contemporain est le socle est occidental de toute façon. Donc l'art contemporain, alors on ne sait pas exactement le définir, mais quand on voit une œuvre, on dira ah, ça c'est de l'art contemporain, et puis autre chose qui est un petit peu plus lié à quelque chose de traditionnel, et j'utilise entre guillemets, on ne me voit pas faire le geste, mais je fais des grands gestes traditionnels, sont considérés comme pas contemporains. Ouais, ouais. Là où on monte, il faut qu'on prenne précaution. Milliard, tu Milo. M'en jamais dit moi liché mon nom. Milo dit moi fais attention mon nom. La jalousie qui fait mon divaguer. Milliard, tu Milo. Ou dans le pays toute bagaille c'est magie. Milo dit moi fais attention mon nom. M'en jamais dit moi liché mon nom. Milliard, tu Milo. Qu'est-ce que ça veut dire, pensée bossale? Alors, pour moi, alors d'abord, je vais te dire ce que c'est le bossal. Le bossal, c'est le nouvel esclave qui arrive aux Amériques, et particulièrement dans la Caraïbe. Donc, c'est le nom qu'on leur donne. Donc, le bossal est celui qui a deux mondes. Un monde d'où il vient et un monde dont il va devoir faire sien le nouveau monde. Mais avec ce double handicap qu'il est au fond de la cale. C'est-à-dire que socialement, il ne fait pas partie, il n'arrive pas en dominant, il arrive en dominé, il arrive en exploité.
Et en fait, le bossal, en tout cas moi je trouve que c'est intéressant, un peu en manière d'Atlas, tu sais, le mythe d'Atlas grec. Atlas, lui, va porter le monde. Mais il est puni par les autres dieux et il va devoir porter le monde, mais un monde qui n'est pas le sien, c'est le monde des humains, le monde des autres. Et l'esclave va faire pareil, il va porter le monde des autres, un monde qui n'est pas le sien. Et ce faisant, il va être la base, il va être le socle, il va nourrir ce nouveau monde, il va l'articuler, c'est ce qui va faire socle, c'est ce qui va faire en sorte que le monde va pouvoir rester plus ou moins stable. Et en fait, je m'en retrouve à être, c'était une pensée bossale, mais un nouveau bossal, où finalement, dès mon arrivée ici, je savais que ma posture, déjà, parce que je voulais faire, parce que je trouvais qu'ici, il y avait la place pour faire, je voulais faire. C'est-à-dire, je ne voulais pas m'arrêter à simplement dénoncer et dire « Oh, ben, il y a ça, merde, ça marche pas, il faut tout brûler. » Donc, moi, c'était pas mon point de vue. Moi, ça marche pas dans ma tête comme ça. Si tu dénonces comme ça, fais quelque chose. Fais quelque chose, propose des solutions. Et c'était l'une des solutions. Et donc, le bossal, lui, normalement, alors, aujourd'hui, il a plus de couleur. Il peut même être toi, tout ça. C'est celui qui va beaucoup faire pour le milieu, mais qui ne sera pas récompensé, qui ne sera pas celui le plus en vue, qui sera pas, mais qui au fond, tout le monde le sait. Il a planté pour tout le monde. Et puis moi, comme je disais à une très bonne amie, Cécilia, elle me disait « Oh, c'est pas juste que le gars-là, j'ai plus quel gars-là, machin, qui devrait te reconnaître. » Je dis « Écoute, je suis très bien bossal. Et puis, j'ai pas besoin qu'on me reconnaisse pour ce que je fais. Je sais très bien ce que je fais. Je sais très bien ce que j'ensemence. Et à chaque fois qu'il y a des jeunes qui viennent me voir, qui me disent merci, c'est suffisant. J'ai pas besoin qu'on me donne une tape sur l'épaule et qu'on me dise bravo Eddy. C'est pas comme ça que ça marche dans ma tête. Parce que je viens d'un long récit de résistance. Et dans ma tête, c'est pas une tape sur l'épaule qui fait le combat. C'est le terrain. L'étymologie part de où? Bossal. Bossal, c'est Bosal. Okay. C'est un collier. Okay. C'est un collier pour... Hein? C'est le collier qui c'est les colliers à pic? C'est ça. Ils sont pas à pic, mais c'est les colliers de contention. Là, c'est un Bosal. Ah oui. Donc en fait, le mot est désigné par... et en fait, c'est ce qui est particulier au Bossal, c'est qu'il est comme... le collier définit un moment de purgatoire. C'est un moment où qu'on retrouve encore aujourd'hui, où ils vont être en transition. On va les placer dans un espace, ils seront en dehors de la société. C'est un espace où ils doivent apprendre les codes, où ils doivent... on ne va pas tout de suite leur donner des responsabilités. Ils ont comme un apprentissage à faire de la société d'accueil dans laquelle ils... Ce n'est pas une société d'accueil, ceci dit, la société d'exploitation dans laquelle ils arrivent. Donc c'est ça. Donc le collier est intimement lié au nom qu'on va leur donner. Donc, voilà. Toi, l'enseignement, tu faisais référence que finalement l'enseignement, tu as commencé l'enseignement auprès d'étudiants, d'artistes, de ta communauté. Et avant d'intégrer de façon un petit peu plus institutionnelle ta démarche, notamment à Halifax, maintenant par exemple à l'Université de Concordia, l'enseignement pour toi c'est désormais inhérent à ton travail, ta vision, ou c'est un espace que tu sépares complètement de ta pratique ou de tes objectifs? Alors, en tant qu'artiste, hein, je l'entends. Alors non, c'est comme un passage naturel pour moi. Je ne fais pas de coupure. Et d'ailleurs, ce qui me plaît dans l'enseignement, c'est surtout quand il y a des artistes, des jeunes artistes que je trouve, ou des moins jeunes, pas
mais que je parle de jeunes qui viennent de commencer. Donc ils peuvent avoir 60 ans et ils peuvent commencer, c'est pas lié à l'âge. C'est bien ça. C'est vrai qu'on fait beaucoup de jeunisme, beaucoup d'agisme aussi. Là, donc il faudrait que. Bon, bref, ça c'est une autre discussion. Et donc, ce qui est intéressant quand je fais ça, c'est la possibilité d'aider aussi parce que j'en vois là des jeunes là, et puis j'ai qu'une envie, c'est les aider. Alors, si je peux leur acheter une œuvre, je leur achète une œuvre. Si je peux faire en sorte qu'ils aient une exposition, d'ailleurs merci, parce qu'il y en a, ils ont fait une exposition avec toi. Enfin bref, je me bats pour eux. Il y a l'autre partie du groupe a exposé dans un parc pendant 3 semaines. Enfin bref, j'entrevois pas mon travail d'enseignant autrement comme un facilitateur aussi, parce que si c'est juste pour donner du savoir, tu es resté dans le cadre universitaire, c'est tout théoriser et puis avoir des murs blancs autour et dire c'est très bien maintenant, vous avez vu tel artiste, non vous devriez, etc. Ça n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire que c'est aussi les mettre, ils apprennent une base, mais voir aussi dans le monde réel ce que ça donne, ta base, parce qu'ils ont toujours des grandes idées, ils partent, oui, mais monsieur, vous comprenez, etc. Bon, ben, on va essayer d'éprouver ton idée, là. Et c'est quoi est-ce que tu as une méthodologie d'enseignement ou tu as une approche qui est plus intuitive? Non, en fait, ma méthodologie, déjà, elle a beaucoup à voir avec la méthode Bossal. On revient encore à ça, là. Elle a beaucoup à voir avec ça. Donc, j'essaie d'incorporer absolument tous mes propos. Et d'ailleurs, j'essaie aussi, et quand je parle d'incorporer, y compris les artistes que je montre, si je peux faire en sorte qu'ils peuvent intervenir dans le cours, et que ça reste pas une référence floue dans l'univers, jetée dans l'univers. C'est l'une des choses que je fais. Après, j'ai tendance à être très théorique. Donc, quand je suis très théorique, il y a beaucoup d'exercices pratiques aussi que je fais, ou de démos que je fais avec eux. Mais ça, c'est lié à la céramique. Là. C'est les démos, là, comme ça marche beaucoup avec la céramique. En tout cas, voilà. Et est-ce qu'il y a un message central que tu souhaites distiller, que tu souhaites transmettre à tes étudiants? En général, je leur fais un petit laïus sur la pensée décoloniale. Donc, tu sais, je les introduis gentiment. Alors, bien sûr, certains sont plus intéressés à ça, d'autres un peu moins. Mais je tente de tous les introduire, au moins pendant un cours à la pensée décoloniale. Et dépendamment des étudiants ou des classes et comment ils reçoivent l'information. Alors, certains peuvent être très intéressés, donc je peux développer ça sur 1 ou 2 cours. Et puis, si je vois qu'il y a de l'intérêt, je développerai ça aussi dans la pratique. Mais on va dire que c'est l'élément parce que c'est ce qui fait ma singularité aussi. C'est les amener à penser que vous pensez dans un tuyau. Tous on pense dans des tuyaux là. Et puis c'est pas une tare. Là. C'est que on vit dans un espace culturel. On est comme nous sommes comme des poissons dans des bocaux là. Et puis parfois on voit un autre poisson dans un autre bocal au loin, mais on sait pas comment il fait lui, un autre bien beau, mais c'est quoi l'eau que tu respires, etc. Et c'est ça. Leur dire que l'art c'est ça. C'est que, y compris dans la posture même de ce qu'est un artiste, du regard qu'on pose aussi sur ce que c'est une pratique artistique ou une bonne pratique artistique ou une pratique artistique un peu qui marche pas. Enfin bref, il y a un certain nombre d'a priori et peu importe ce que vous faites, mais il y a toujours des postures qui sont défendables culturellement, mais aussi, quel que soit ce que tu fais, je dis ça, tu peux déposer un carré de chocolat sous une cloche, c'est pas, dès que tu as un projet pour ton carré de chocolat, c'est ça. Donc en parlant de chocolat d'ailleurs, ça c'est une conversation qu'on avait eue il y a quelques semaines sur ces produits qu'on oublie, le chocolat, le thé, le sucre. Qui sont les bananes, mais je dirais plus ces produits fondamentaux qu'on retrouve au quotidien. Et tu les as introduits notamment à travers
des messages et des bocaux dans une exposition que tu avais présentée à la Galerie Armure. Est-ce que tu peux nous décoder un peu notre relation à ces biens essentiels aujourd'hui? Alors, comme Tamar elle disait, il y a quelque chose de très important pour moi dans la pratique artistique, c'est ce que j'appelle la transsubstantiation, c'est-à-dire la métabolisation, la transformation d'un élément en un autre. Tu vois, par exemple, quand le prêtre il dit avec son morceau de pain, s'il y a le corps du Christ, bon, tout le monde voit un morceau de pain, mais dans la tête de tout le monde, c'est le corps du Christ. Donc c'est comme hier, le prêtre arrive à transformer un truc en autre chose. Et en fait, c'est ça, c'est comment les éléments comme le café, le sucre, qui ont été des denrées de luxe, qui ont été des denrées coloniales, c'est-à-dire que la présence même de ma famille, de mon corps sur le continent américain, je ne parle pas du continent nord-américain, mais de la Caraïbe, du continent américain, est liée à c'est-à-dire qu'on nous a déportés pour la production de sucre. Aujourd'hui, donc l'esclavage, la production de sucre, de café, un peu moins du thé, là c'est plutôt en Inde, mais de café, de sucre, de chocolat, aujourd'hui particulièrement en Afrique. Et en fait, toutes ces denrées qui aujourd'hui nous paraissent normales, en fait, participent, on oublie qu'elles sont l'histoire, elles font notre histoire, elles sont établies sur l'histoire d'une violence coloniale. On ne mange pas simplement du sucre, on mange de l'histoire, on ne boit pas simplement du café, on métabolise l'histoire parce que c'est un long récit, en tout cas placé sous l'angle de mon récit familial et historique. Un récit qui est empreint d'exploitation et de souffrance. C'est ça. Donc en fait, c'est juste conscientiser que à travers ces objets encore aujourd'hui, alors je donne l'exemple du sucre, notamment en Inde. Il y a 2 ans, je lisais un article sur le fait que beaucoup de femmes sont stérilisées en Inde pour ne pas avoir d'enfants, afin qu'elles soient plus productives sur les champs de canne à sucre pour produire du sucre roux, que nous consommons beaucoup ici, au Québec. Donc ça montre comment la violence encore continue pour les mêmes produits. On a développé aussi toute une culture du sucre, une culture de la consommation aujourd'hui. On a développé aussi des maladies liées au sucre. Et puis, je rappelle aussi tout ça. Je rappelle que chacun de vos gestes, la consommation, vous consommez de l'histoire. On n'arrive pas... Le monde n'est pas un étant donné. Le monde se construit sur des siècles. C'est ça. Alors là, tu nous emmènes à l'atelier circulaire. C'est quoi ta relation avec ce centre d'artistes? En fait, c'est une invitation que m'a faite Morija, qui a quitté depuis, mais qui travaillait au centre, sur soutenir le centre. Donc je trouvais que c'était sympa de pouvoir soutenir le centre, si je pouvais d'une manière ou d'une autre les soutenir en produisant une œuvre. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et cette œuvre, elle est vouée à la vente pour permettre de collecter des fonds? C'est ça, pour collecter des fonds pour les ateliers organisés par l'atelier circulaire. Donc c'est ça. Et donc chaque année, ils vont inviter des artistes en vue de créer un moment qui va contribuer à alimenter les caisses, parce que souvent ces lieux-là n'ont pas du financement nécessaire à leur exploitation. C'est ça, pour tout en fait. Ils reçoivent des financements bien sûr, que ce soit du calque, le plus souvent du calque et du CAC, mais quand ils ont des grosses activités ou des activités annexes, il faut pouvoir financer ça. Et puis, si les artistes eux-mêmes, par la vente de leurs œuvres, permettent de faire financer cela, tant mieux. Et en tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite, là, que ça leur profite. Et puis, c'est ça. Ben oui, tout à fait. Nous voilà arrivés. Donc là, on est sur la rue de Gaspé. On est arrivé au pôle de Gaspé.
Et tu nous emmènes à l'atelier? C'est ça. C'est parti? J'adore le pôle de Gaspé parce que tu as une immense concentration de centres d'artistes et d'ateliers. Ouais. Bonjour Julie. Bonjour. Enchanté Frédéric. Bienvenue aux coulisses de l'art. Ben oui. Ben oui. Il y a Paul qui s'en vient et descend dans Super. quelques instants. C'est une exposition en fait biannuelle. C'est la deuxième fois, la deuxième édition qu'on réalise. C'est une exposition bénéfice au profit de l'atelier circulaire. Et puis cette année, on a décidé de réinvestir les profits dans notre programme de résidence de création, qui est destiné en fait à des artistes qui viennent faire des projets au sein de l'atelier circulaire, à notre espace de production, qui est au 5e étage. Voilà. Comment vous fonctionnez pour choisir les artistes? On a pensé évidemment à une composition équilibrée de membres de l'atelier, d'artistes établis aussi dont on appréciait le travail. Puis on les a sollicités les unes après les autres. Puis on a eu la chance en fait que tout le monde accepte généreusement de participer pour multiples. Ben oui, parce que chaque œuvre vendue est au profit donc, du centre d'artistes. Mais en même temps, c'est sûr que c'est un vœu communautaire que le centre puisse continuer à opérer, à accueillir Absolument. des artistes. C'est d'ailleurs, quel est le mandat exactement de l'atelier circulaire? Ben, en fait, l'atelier circulaire, c'est un organisme qui a presque 40 ans. Puis j'inviterais peut-être ma collègue Célia à nous rejoindre parce que je partage la co-direction quand même avec Célia qui est à la programmation. Donc l'atelier, c'est ça, c'est un organisme de production et de création en art imprimé. Notre mission, c'est vraiment de préserver les savoir-faire traditionnels de l'estampe en impression, puis aussi d'intégrer des pratiques plus innovatrices actuelles en art imprimé. Par exemple? C'est-à-dire la combinaison, comme on va prendre l'exemple de l'œuvre d'Eddie qui intègre la gravure laser avec l'impression en taille douce. Donc, c'est une façon de combiner les techniques. On essaie aussi de repousser les limites des arts imprimés, de sortir des surfaces bidimensionnelles, de penser à l'installation, de penser à l'impression dans toutes sortes de contextes. Donc, c'est vraiment d'élargir le champ des arts imprimés. Ici, habituellement, à moins que je me trompe, vous ne commercialisez pas le travail des artistes? Non. Par contre, on offre quand même une possibilité à nos membres d'avoir leurs œuvres en portfolio, qu'on appelle. Donc, on a ici une réserve d'œuvres qui sont créées par les membres de notre atelier, puis on leur offre une opportunité de visibilité au travers de ce portfolio-là. C'est sûr que nous, comme organisme à but non lucratif, on n'est pas dans une approche qui est nécessairement commerciale, mais on cherche quand même à offrir de la visibilité puis des opportunités aussi pour que nos artistes membres puissent établir une certaine clientèle. Puis il y a des gens qui viennent ici spécifiquement parce qu'ils sont conscientes qu'on a les œuvres de nos artistes membres au sein de nos portfolios. Puis aussi, à chaque année, on a une expo-vente. Donc, c'est encore une occasion pour que notre bassin de public puisse acquérir une œuvre quand même dans un prix qui est relativement accessible. Oui, d'ailleurs, pour commencer une collection, vous êtes le lieu le plus indiqué parce que forcément, si on parle d'œuvres éditées, il y a des prix qui sont extrêmement bas, surtout si on se compare avec des galeries dites traditionnelles. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas le mandat de galeriste. Notre but, ce n'est pas de vendre des œuvres à proprement parler. Nous, on est vraiment un centre de production, donc c'est l'occasion pour les artistes de créer leurs œuvres. C'est sûr, c'est comme dit Julie, c'est une impulsion pour eux ensuite d'établir leur propre réseau, mais nous, vraiment, c'est la création, la production et aussi la diffusion depuis 2004. Merci, un grand merci. Je suis ravie. C'est un lieu que je fréquente, en fait, depuis des années. Tu as vu l'atelier? Ça fait longtemps que je... L'atelier circulaire? Non, directement à parce l'atelier. Que l'atelier circulaire, c'est quelque chose... Par contre, j'ai jamais été à l'atelier. Ça, c'est quelque chose à voir. Peut-être que ça peut être une occasion, maintenant que vous êtes là, puis qu'on a Paul Magui qui est... C'est Paul qui a imprimé le mot. Oui. C'est Est-ce qu'on se fait une petite incursion avec une telle proposition? Je ne peux pas refuser, mais par contre, c'est vrai qu'on vu qu'on est un petit peu pris dans le temps, on va faire une petite saucette et ressortir. Parfait. Enchanté, Frédéric. Ouais, mon nom c'est Paul. Bonjour, Paul. Bonjour.
Alors c'est parti, C'est parti. on monte dans les étages. Oui. Merci. Merci encore. À bientôt. De l'atelier. Est-ce que votre atelier est ouvert au public? Comment ça fonctionne? C'est ouvert au public le vendredi, Oui. mais il faut quand même être relativement autonome quand on vient travailler à l'atelier. Alors, c'est pas un endroit... Bien sûr, on donne des cours, mais quand on vient travailler de façon personnelle à son propre travail, il faut quand même connaître la technique, puis être autonome, pour ne pas être dépendant des coordonnateurs. Parce qu'on ne travaille pas ici nécessairement tous les jours. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais par exemple, quelqu'un qui veut apprendre des techniques d'impression, Oui, il y a des cours. il y a des cours qui Il y a sont des offerts. cours en litho, en sérigraphie, en taille douce, en lino, en bois gravé. Toutes les techniques d'art imprimé sont Vous les enseignées. offrez dans la globalité? Ben oui, ça C'est dépend extraordinaire. des sessions, mais oui. Il y a des cours, donc des spécialistes, des coordonnateurs, des imprimeurs qui donnent les cours. Ouais. Et ça, j'imagine que toute cette information est disponible sur votre Sur le site. site, bien sûr. c'est magnifique. Bien sûr. Les presses sont magnifiques. Ouais, on a ouais, l'impression qu'elles ont un siècle. Ben oui, parce qu'elles n'ont pas tellement changé depuis Rembrandt. Ah oui, d'accord, Donc, d'accord. Puis en plus, elles ne brisent presque jamais. Ah, ça ne nous rajeunit pas. hein. Non, voilà. Elles sont magnifiques, hein, Oui, d'ailleurs. elles hein. sont C'est- superbes, En oui. soi, c'est des sculptures. Oui, Elles sont absolument, superbes. absolument. Ils ont une présence très, très forte. Oui, Oui. parce que là, ce que vous êtes en train de construire, votre projet, c'est un projet avec une multitude de médiums, C'est de ça. structures. C'est ça. Bah, en fait, déjà, on va pour faire le lien avec Paul. Paul a imprimé la fiche café avec mon ancêtre qui fait un magnifique doigt d'honneur. hein. Donc, en tout cas, Paul, j'ai dit 5 fois, 6 fois, 7 fois. Merci Paul, c'est fantastique. Peut-être plus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, je sais la difficulté parce que j'ai fait de l'impression, de la gravure notamment. hein. Et puis quand j'ai vu ce qu'a sorti Paul, j'ai dit wow, elle connaît son métier, là, elle est à son affaire. Là, Ça fait moins de gaspillage de papier. je ne sais pas si ça fait moins de gaspillage de papier, en tout cas, ça fait des impressions excellentes. C'est ça. Et l'œuvre, donc, on a vu en bas dans la galerie, cette œuvre-là, c'est un de tes ancêtres. Ça s'appelle Virginie Carillon. En fait, c'est ma deuxième mère qui a fait une recherche généalogique dans notre famille et qui a trouvé la première bossale, on vient de parler de bossale, la première bossale de la famille, donc celle qui arrive directement d'Afrique. Et en fait, on retrouve trace d'elle parce qu'elle va laisser une trace dans l'état civil. Parce qu'avant, 1848, à l'abolition de l'esclavage, où on va envoyer des officiers d'état civil relever les noms des artistes. Non, c'était pas une artiste. Fiou Le nom des esclaves. Avant, c'était juste des numéros sur des registres de comptes. C'était comme des vaches, tables, chaises, esclaves. Est-ce que vous aviez comme le pays d'origine? Non, on n'a pas le pays d'origine. C'est-à-dire que passé, on a le continent, et puis c'est tout. C'est origine Afrique. Et puis, mais ce qui est intéressant aussi dans l'histoire, c'est que elle s'appelle Carillon, certainement parce qu'elle résiste, parce qu'il y a 3 manières de nommer les esclaves sur la plantation. En général, c'est l'esclave qui donne son nom, et donc il dit « je veux m'appeler comme ça ». L'officier d'état civil dit « très bien ». Suivant les ragots, alors l'officier d'état civil, il a reçu l'information que celle-là a l'habitude de... Celle qui arrive là, elle a l'habitude de s'enfuir. Ah, ben on va lui donner Carillon. Et clochette, parce que c'est ce qu'on pose aux esclaves, particulièrement après la fin de l'interdiction de la traite négrière, pas la fin de l'esclavage, mais la traite négrière, l'interdiction, je crois que c'est aux alentours de 1816, donc c'est un petit peu, on va dire que c'est 30 années avant la fin de l'esclavage. Et en fait, il n'y a plus d'autre moyen de reproduire le cheptel que par le ventre des femmes. Donc on va leur poser des colliers
comme des vaches, pour savoir à toute heure du jour où elles sont. En tout cas, bref. Donc, ça s'appelle certainement Virginie Carillon pour ça. Et l'autre manière, c'est de les nommer suivant les ragots. Alors, il y a des noms... Sky's the limit. Exactement. Non, c'était pas ça. J'ai dit que ça, j'ai déjà dit ça. Non, c'était non, c'était selon la fantaisie de l'officier d'état civil. Que l'officier d'état civil, je sais pas, il s'ennuie. Et le premier qui est passé, il s'appelle Firmin. Et puis le deuxième, il dit, il s'appelle comment? Tu sais pas. Ah ben, je vais t'appeler Nimrif. Firmin à l'envers. Et j'en ai rencontré des Firmin à l'envers, moi. Oh oui, en Guadeloupe. Non, parce que c'est... Donc c'est l'abolition de l'esclavage. Encore une fois, comme on dit, ouais, ben, ça fait longtemps que c'est tard. Oui, mais on vit avec ces legs-là. On nous a transmis ça. Et les gens ne savent pas, mais c'est ça. C'est des petites choses comme ça qui font que... Et donc on parlait un peu de la métabolisation. Le nommer aussi fait partie... C'est comment créer ça dans ton... Alors, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, notamment sur la question de la métabolisation, moi j'appelle ça la transsubstantiation. C'est que... ça a eu de véritables incidences génétiques sur les populations, nos populations. Par exemple, les esclaves qui résistaient le mieux lors du voyage, c'est ceux qui résistaient au scorbut et au choléra. Donc, c'est ceux qui pouvaient aussi retenir le sel dans leur sang. C'est ça, qui pouvaient résister à beaucoup d'agressions à la faim, à la soif, etc. Aujourd'hui, c'est devenu une maladie. Parce que si tu retiens du sel dans ton sang, possiblement tu vas vers de l'hypertension, possiblement, etc. Et donc, en fait, génétiquement, la population a été modifiée. Donc, on est devenu aussi beaucoup plus sensible. Donc, le passage a été un passage aussi qui a laissé une empreinte dans nos corps. Donc, en fait, c'est le fait de boire du café, de manger du sucre, de faire manger du sucre avec cette conscience-là, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient d'une trace laissée dans mon propre corps aussi. Est-ce que tu as déjà, Tamar, cette vision à quoi ressemblera ces idées fécondes et puis physiquement, à quoi pourra ressembler l'expérience dans sa globalité? Oui, absolument. C'est déjà assez bien élaboré, en fait. Il y aura des éléments visuels accrochés au mur, il y aura des éléments sculpturaux sur piédestal ou socle. Il y a tout un mobilier, en fait, qui va créer cette reproduction d'un salon discursif un peu rococo, avec des chaises récamier, des bibliothèques remplies de littérature coloniale et décoloniale. L'idée étant d'inviter justement à l'échange sur place. Les gens vont être invités aussi à prendre un café ou un chocolat avec du sucre pour que ça passe justement dans le corps et que tous ces objets-là incorpore ces traces de circulation, d'échange, de marchandisation, mais aussi la circulation des idées. Et il y aura des nouvelles vidéos que Eddie va se mettre à produire dans les prochains mois. Et le fameux confessionnal aussi, qui est vraiment le lieu d'échange. D'autres types d'échanges, moins dans le discursif interpersonnel, mais plus l'idée du dépôt, l'objet ou les histoires qui vont se transformer par le fait même d'être déposé dans ce lieu-là. Donc c'est comme on l'a appelé le confessionnal, ça s'appelle pas confessionnal, mais le confessionnal parce qu'on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Mais en fait le confessionnal devient un activateur de transformation. C'est-à-dire que c'est l'objet par lequel les récits vont être transformés et reconditionnés. Donc c'est ça. Et puis là vous créez cette exposition aussi en vue de pouvoir la déplacer. Oui. De lui donner différentes vies, peut-être sur différents territoires. C'est ça. Oui. Vas-y, je te... Non, mais c'est parce qu'avec Eddie, c'est pas les idées, ni l'ambition ou la motivation qui me manquent. Alors moi, je suis là pour... moi, je suis le côté faisabilité. J'aime bien dire ça. On ramène ça sur Terre. Mais c'est super, en fait. D'autant plus, cette exposition-là en particulier aura une autre portée si elle circule, par exemple, justement en France ou dans des contextes autres que le Québec. Parce que elle-même, elle va devenir un autre élément dans ces multiples circulations d'objets et de signification. Et avec le dépôt successif d'histoires et d'objets, elle va être, si elle est présentée ailleurs, elle n'est pas juste le témoignage de l'histoire de ces objets-là, mais de comment ces objets
sont reçus et quelle portée ils ont dans ce contexte très spécifique de Montréal, d'un centre d'artistes, d'une communauté particulière. Bon, on donnera toutes ces informations-là sur le site d'Art Souterrain. Ok. J'ai été vraiment gâté par votre générosité, vos propos. Paul, merci beaucoup pour la visite de l'atelier. D'ailleurs, c'est vraiment... C'est pas fini si on veut continuer. J'ai très envie de revenir. On va revenir, c'est ça. C'est ça le but. Oui. Et puis, on va venir évidemment à Oboro pour découvrir le fruit de toute cette réflexion, cette collaboration, vos échanges. On voit d'ailleurs cette belle amitié qui est entre vous. Et merci à mes complices, Sandra, Mathis. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Les coulisses de l'art, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ce balado n'aurait pas été possible sans la collaboration précieuse de Sandra Saint-Hilaire, Emma Sanson, Mathis Gagenard et moi-même, Thomas Floquet. Et surtout, merci à nos charmants invités, Eddie Firmin et Tamar Tambeck.